on continue cette émission en évoquant Philippe Bouvard. On a appris sa disparition à 96 ans. Il y a quelques minutes, il s'est éteint en douceur à 8h, dit la station RTL où il officiait. On va regarder justement un résumé de la carrière de Philippe Bouvard. Humoriste, journaliste, animateur de radio, de télévision, écrivain, Philippe Bouvard a toujours été inclassable, touche-à-tout de génie. Cet observateur sans concession de ses contemporains en a égratigné plus d'un de sa plume trempée au vitriol. Parfois cynique, mais au final, pour mieux en rire, il ne s'épargnait pas et pratiquait volontiers l'autodérision. À la question « Comment pensez-vous que l'on se souviendra de vous ?», il répondait « Je pense qu'on ne se souviendra pas de moi. Je pense que la postérité, je pense que je vais laisser une soixantaine de livres qui encombreront davantage les bibliothèques que les mémoires. » Philippe Bouvard le reconnaissait. Il est toujours resté ce petit enfant juif, abandonné par son père à la naissance, un 6 décembre 1929, et obligé de se cacher pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ça m'a laissé le souvenir d'une enfance traquée, douloureuse, qui fait que je suis aujourd'hui un peu moins européen que d'autres. Doué pour l'écriture, mais pas pour les études, il va échouer 3 fois au bac. En 1952, Philippe Bouvard entre au Figaro comme coursier. Il a 23 ans et va gravir tous les échelons. Le simple stagiaire deviendra journaliste, éditorialiste et finalement rédacteur en chef à François. Il sera également chroniqueur à l'Express, Paris Match, puis au Point. La radio lui fait du pied. En 1977, il lance Les Grosses Têtes sur RTL. L'émission deviendra culte et pendant un temps, la plus écoutée du PAF. Philippe Bouvard l'animera pendant 37 ans. À la télévision, son petit théâtre de Bouvard sera une rampe de lancement pour toute une génération de comédiens. Malgré son éviction des Grosses Têtes et la fin de plusieurs collaborations, Philippe Bouvard ne prendra jamais sa retraite et restera jusqu'au bout ce trublion impertinent, prêt à tout pour un bon mot. On le voit, Olivier Vial, c'est plus de 65 ans de carrière, Philippe Bouvard. Et c'est important de le rappeler parce que véritablement, des monstres de la télé comme ça, qui parviennent pendant plus de 60 ans à se renouveler, à créer des concepts. On rappelle notamment que Les Grosses Têtes, il avait été congédié par RTL au début des années 2000. Il a réussi ensuite toujours quand même à rebondir. Donc c'est aussi ça, un talent de savoir gérer une carrière sur le temps long. Alors c'est vrai, dans le monde médiatique, pas uniquement bien sûr. Mais c'est vrai, et surtout en fait ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il a commencé vraiment lui au bas de l'échelle, sans avoir de diplôme, et pourtant en fait il a réussi à passer de coursier jusqu'à cette personnalité qui aujourd'hui a inventé des concepts, a créé, a fédéré des familles autour de lui. C'est-à-dire qu'il a des familles d'artistes qu'il a réussi réellement à créer un esprit de bande. C'est vrai pour Les Grosses Têtes. On se rappelle effectivement des sociétaires des Grosses Têtes qui ont marqué, on en a déjà parlé, mais Jean-Yann Kersozon, etc., Jacques Martin, où il y avait des affrontements entre eux qui étaient juste des moments de radio et puis après de télé qui étaient formidables. Et effectivement, ça, c'est lui qui a réussi à l'animer et à le faire durer dans le temps, tout en étant justement, en ayant commencé au tout bas de l'échelle. Et je pense que ça aussi, c'était une force pour lui. C'est qu'en fait, il n'avait plus rien à prouver. Il a réussi, qu'effectivement, il n'a pas eu besoin de coups de pouce, il n'a pas eu besoin de grandes familles, il n'a pas eu besoin... C'est son travail, c'est son talent qui l'a fait durer. Et c'est ce qui pouvait lui permettre, je pense, d'avoir cette forme de liberté. C'est qu'effectivement, il savait que sa carrière, il ne la devait qu'à lui. Ses idées... Et ces nouveaux formats, c'est lui qui les inventait, c'est lui qui les incarnait, c'est lui qui les portait. Et tout ça avec, effectivement, en gardant, malgré cette carrière-là, malgré effectivement le fait qu'au fur et à mesure, il a acquis une culture énorme, il y avait toujours effectivement cet esprit d'esprit potache très simple, très communicatif, qui a marqué effectivement les Français. Et puis, quand même, les audiences, parce qu'on parle à quel point il a marqué des générations entières. Naïma, au milieu des années 90, Les Grosses Têtes, ça dépassait les 2 millions d'auditeurs quotidiens. C'est pour ça aussi que ces monstres de la télé arrivent à marquer les Français. 2 millions d'auditeurs quotidiens. C'est absolument énorme. Nos téléspectateurs, nos auditeurs ne se rendent pas forcément compte de ce que ça peut représenter. Ce sont des scores qui sont absolument incroyables. Parce que je pense aussi qu'il correspondait à ce que les Français attendaient,
cette culture bien française, cet esprit français, c'est l'humour potache, c'est l'humour franchouillard, c'est l'humour malicieux et sans filtre. Et c'est ça il a incarné. Et c'est ça qui représente, à mon avis, de ce que moi j'ai pu observer venant d'une autre culture, c'était ça la culture française. Aujourd'hui, on n'arrête pas de remettre en cause ce qu'est la France, sa culture, son identité, avec d'ailleurs violence, avec beaucoup de violence. On veut même nier ce qu'aujourd'hui, moi, je considère les Français de souche. Bien, c'est ça l'esprit français, en fait. On le reconnaît, l'esprit français. Et c'est ça qui est dommage aujourd'hui. C'est pour ça que tout à l'heure, j'en parlais à mon amie Maïmouna, c'est que il est regrettable que vous aviez les policiers comme l'ARCOM qui aujourd'hui voudraient effacer ce qu'est cet esprit français. On va regarder un certain nombre d'anecdotes. On va écouter ces anecdotes. Alors, il est arrivé au centre de formation des journalistes après 3 échecs au bachot. Il s'est fait notamment attraper parce qu'il rédigeait contre rémunération, visiblement, les copies de ses camarades. Et pendant son service militaire, il avait imaginé un journal pour son régiment. Donc on voit quand même que le journalisme a été ancré en lui assez tôt. Mais Mona, on a parlé tout à l'heure de Léon Zitrone, un autre nom que les moins de 20 ans ne connaissent sans doute pas, celui de Pierre Lazareff, puisque il l'a rencontré grâce à sa mère, c'était un voisin. Et donc c'est justement Pierre Lazareff qui lui conseille, en fait, dans un premier temps, non pas une carrière de journaliste, mais d'abord une carrière commerciale. Visiblement, il n'avait pas vu le potentiel de Philippe Bouvard. Mais il est revenu. Et oui, évidemment. Son amour de raison ou de cœur. Mais je pensais à un autre Pierre, moi, Pierre Bellemare. Mais pourquoi est-ce que Bellemare n'a pas... Oui, mais en même temps, Pierre Bellemare ou Pierre Lazareff restent dans le panthéon français de la création audiovisuelle et de la création journalistique, puisque Lazareff, c'était surtout l'écriture. Oui. Parce que ce sont des gens qui avaient... Vous avez parlé de carrière. Je ne pense pas à l'idée de carrière les concernant. Je pense à l'idée de la vie. Ah oui. C'était une vie, c'était un souffle, c'était l'envie d'exister. La passion. C'est une passion, voilà. Tous ces gens, un jour ou l'autre, devraient être là pour témoigner de la nécessité, de l'urgence absolue de revenir à ces instruments de musique que sont la radio et la télé, parce que ce sont des instruments qui nous unissent, en fait. Ouais. Et il y a des points de convergence qui donnent de la solidité à une société. Moi, je me souviens de cette époque-là, des années 70, 80 encore, où les gens se disaient « Ah, mais à telle heure, il faut que j'écoute telle émission ». Et notamment l'idée de l'émission de Bouvard ou la revue de presse de Yvan Levaille. Enfin, il y avait des moments comme ça qui étaient des points de jonction d'une société. On les a perdus, ces repères. C'est normal, c'est la société, c'est le monde qui avance. Est-ce que ce monde d'hier n'a pas des vertus à revenir quelque part, et au moins dans l'état d'esprit? C'est l'état d'esprit qui n'est plus là. C'est ça. On peut courir derrière ça et dire « Ah, c'était beau, c'était bien, c'était tellement utile, c'était tellement joyeux. » Et puis il y avait des gens et des grands esprits, pas que des gens médiocres qui étaient là. Mais il y avait l'idée qu'on faisait partie d'un peuple, l'idée du peuple français. Ça, c'est vrai ce que vous dites. Hein. Vraiment, je me retrouve dans vos mots, Maïmouna. C'était aussi la liberté de création. Vous pouvez même regarder le cinéma français. Oui. On a la nostalgie. Moi, j'adore regarder les vieux films avec nos grands acteurs qui ont traversé aussi les époques et qui restent pour nous des icônes. Par exemple, rien que... Bon, Alain Delon a été un monstre parce qu'il incarnait aussi cette liberté à la française. Je reviens toujours à ce mot liberté. Et je pense qu'on ne peut pas créer, et c'est pareil pour vous les journalistes, c'est pareil pour vous les présentateurs, sans cette liberté. Si vous êtes à un moment cadenassé, si on vous oblige, attention à ceci, attention à cela, on ne peut pas. Et c'est encore une fois la France qui perd son âme. Vraiment, je reviens sur ça parce que je suis très inquiète de cette perte de liberté. Il n'y avait pas de régulateur d'audiovisuel pendant une très grande partie. Pardon, Élodie, j'ai pris la parole. Il n'y avait pas d'épée de Damoclès permanente avec des petits outils juridiques qui vont vous mettre dans telle case et tel petit sillon. On va pouvoir vous serrer la corde au cou. Dernier mot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un jour ou l'autre, il faudra revenir sur ce concept de liberté, tout en respectant forcément la dignité, la pluralité, tout ce qui est autour de la liberté, mais arrêtez de punir des gens de télé ou de radio parce qu'ils sortent du cadre. On va réécouter Philippe Bouvard qui justement parlait lui-même de cet esprit
Potache, je reprends évidemment ces mots, même si je revendique une certaine complaisance dans le registre de la braguette. L'exercice est plus périlleux qu'il n'y paraît. En radio, un bon mot qui vient 5 secondes trop tard n'est plus un bon mot. On parlait tout à l'heure de la difficulté d'être réactif. Et avant de réécouter Philippe Bouvard, 2 chiffres. Philippe Bouvard, il avait estimé en 2013, donc les chiffres ont dû augmenter depuis, qu'il avait écrit 30 000 articles et présenté au moins 6 000 émissions de télévision. On écoute maintenant Philippe Bouvard sur RTL. Les grosses têtes vous doivent la création de cette émission. RTL est très fier de vous avoir encore sur son antenne. Et moi-même, j'ai toujours été très fier de vous avoir succédé, même si parfois nous avons eu des mots parfois difficiles l'un envers l'autre. Sachez en tout cas, et vous le savez très bien, que vous resterez pour toujours un de mes maîtres dans ce métier, Philippe Bouvard. Donc je vous remercie encore d'avoir créé cette émission qui m'a amusé quand j'étais jeune et dont je suis particulièrement fier d'avoir repris le flambeau depuis 10 ans, 10 saisons déjà quasiment. Vous les avez faites 37 ans. Alors, je voudrais dire quand même que oui. le flambeau, il y a 58 ans que je le tiens, alors il est devenu un petit lumignon, mais quand même, c'est important de pouvoir intervenir et de garder la confiance des auditeurs. Et les auditeurs, je les embrasse, les auditeurs, un par un, ça va faire du monde. Et ils vous embrassent aussi, nous vous embrassons. Au revoir Philippe. Justement, Philippe Bouvard, d'abord, en 2000, il avait été remplacé à la présentation par Christophe de Chavannes, mais avait été rappelé faute d'audience. Philippe Bouvard qui parlait d'abandon, justement, quand il a été remplacé par Laurent Ruquier. Il disait « Ce n'est pas moi qui ai pris la décision d'arrêter, mais je l'ai accepté ». L'annonce de cet abandon, car c'en est un déchirement, afin de reconnaître quelques années plus tard que lui-même, sans doute, n'aurait jamais arrêté de lui-même, justement, les grosses têtes. On va revoir une nouvelle séquence de Philippe Bouvard sur son avenir. Je comprendrais qu'on m'arrête, bien sûr, mais j'en serais assez triste et dans la minute qui suivra, je chercherai autre chose. Je ne sais pas si ça sera la dernière des grosses têtes. Si c'est seulement ma dernière à moi, bon, je dis au revoir et puis le suivant arrive. Si c'est la fin des grosses têtes, c'est la fin d'une petite époque. Ouais. Et je verserai un pleur parce que les grosses têtes, c'est mon bébé. Vous me direz, quand un bébé a 38 ans, il peut marcher tout seul. Un bébé qui a 38 ans peut marcher tout seul, certes, Olivier, mais on a vu aussi, en 2000, quand il est parti, les audiences qui vraiment ont baissé. Donc il y avait quand même un vrai aussi effet Bouvard. Le concept, il perdure encore aujourd'hui. Mais on n'est plus du tout dans les chiffres que je donnais tout à l'heure en termes d'audience. Il y avait quand même... il était à la fois le chef d'équipe, mais il avait imposé sa personnalité, il avait imposé son regard, il avait imposé son rire. Et effectivement, c'est de lui aussi que tenait toute la tonalité de l'émission. Parce que, comme il a dit, c'est une question de rythme. Et donc, il fallait savoir exactement à quel moment on passait à autre chose, à quel moment, en fait, c'était drôle, à quel moment ça ne l'était plus. Et ça, être en capacité de mener un rythme comme ça d'une émission où ça fuse dans tous les sens, où vous avez autour de la table des monstres de l'humour, des puits de science, parce que, comme on l'a rappelé, à son époque, c'était aussi la capacité à être un chef d'orchestre avec des personnalités mais formidables, de Jean-Yann à Olivier de Kersauzon, en passant par Jacques Martin, qui était lui aussi ou du Tour, mais Jacques Martin qui était déjà à l'époque une très très grande personnalité de la télé et qui venait se mettre au service d'une émission de Philippe Bouvard. Donc on voit effectivement qu'il avait cette capacité-là à la fois de fédérer des personnalités et des talents et de leur donner le rythme et de leur donner une impulsion. Donc c'est normal qu'effectivement, que quand lui part, il y a une partie quand même si le concept continue, il y a une partie de l'âme qui a disparu. Et c'est normal aussi que lui ait eu du mal à faire le deuil de cette émission-là, de la présentation de cette émission, parce que c'était une famille. C'était une famille, et effectivement, il y a un moment donné où en fait, on lui demande de quitter la famille, et je pense qu'effectivement, ça a dû être un moment très dur pour lui. On va écouter un nouvel extrait de Philippe Bouvard. C'était sur Paris Première. C'était sa dernière émission. On va rejoindre Yves Tréhard dans un instant. Mais Naïma, c'est aussi le talent de créer une troupe et de créer une famille. Une fois de plus, dans les grosses têtes, dans le petit théâtre de Bouvard, on entend l'émotion dans la voix de Philippe Bouvard. Et je le dis pour nos auditeurs d'Europe 1, on voit surtout les larmes sur les joues de ceux qui ont travaillé avec lui. Parce que c'est vraiment une famille où en fait le patriarche doit céder sa place
Et il y a une émotion qui est sincère. On voit bien qu'on n'est pas dans le faire-valoir, dans l'apparence. Vraiment, ces gens sont tristes de se quitter. Oui, ça se voit, ça s'entend dans sa voix à Lucie, puisqu'il retient ses larmes. On voit les larmes des personnes qui ont fait partie de sa troupe. C'est quand même 38 ans, comme il l'a dit, c'est une famille, c'est son bébé. Et je trouve que d'être débarqué ainsi, moi je ne le savais pas, je pensais qu'il était parti de lui-même, donc ça me rend d'autant plus vraiment très très triste. Et on se dit qu'en fait, malgré le succès, on peut être débarqué comme ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'il a dû par la suite très mal vivre. Vous savez, les grosses têtes, quand on les écoutait, on a parlé de fraternité, de troupe. C'est que ce qu'on ressentait quand on les écoutait, on ressentait vraiment de la complicité et le plaisir d'être ensemble. On ne sentait pas que c'était une émission pour faire une émission ou un travail, c'était vraiment le plaisir d'ensemble. Et je pense que lui, il l'a vécu comme ça. Il retrouvait les siens, il retrouvait quelqu'un, les copains finalement, son équipe et le côté fraternel. Et c'est pour ça que la mayonnaise, elle prenait. C'est pour ça que la mayonnaise prenait. Et elle le prenait aussi à notre niveau, qui avions plaisir à être dans cette ambiance de bande. On va en parler également avec Yves Tréhard. Bonjour, merci d'être avec nous sur CNews et sur Europe 1. On parlait véritablement en fait de cet esprit Bouvard, de la capacité qu'il avait à installer une ambiance, une chaleur naturelle. C'est aussi ça, être un chef d'orchestre d'émission, c'est de créer en fait une troupe et de créer finalement une sorte de cohésion qui fait que pour le téléspectateur, pour l'auditeur, c'est toujours un moment agréable à écouter ou à regarder. Oui, alors moi, je voudrais quand même vous dire une chose, c'est que j'interviens là en qualité de journaliste et de directeur adjoint de la rédaction du Figaro, et d'abord pour préciser que Philippe Bouvard était un journaliste de presse écrite à l'origine. Il a commencé au Figaro, il a commencé comme garçon d'étage, comme garçon de course en 1952, et il a fini comme éditorialiste au Figaro, comme billetiste. Donc c'est vous dire le parcours qu'il a effectué. Il a quitté après le Figaro pendant un temps pour être billetiste, et il a été mon billetiste d'ailleurs à France Soir quand j'étais directeur de la rédaction de France Soir. Il a été billetiste de France Soir pendant très longtemps. C'était un billet qui s'appelait Étoc et qui était à la une de France Soir tous les jours, et que les lecteurs, je peux le dire, s'arrachaient parce que c'était un billet plein d'humour qui surfait sur l'actualité. Et puis il a aussi en même temps, parallèlement, il avait une page en dernière page du Figaro Magazine qu'il écrivait toutes les semaines. Et donc c'était un journaliste, non seulement un meneur de revue, si je puis dire, à la radio et à la télévision, mais aussi et d'abord un journaliste de presse écrite qui avait commencé au Figaro en 1952, et ça, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr, et je recitais ces chiffres tout à l'heure. Philippe Bouvard, en 2013, disait qu'il avait écrit environ 30 000 articles. Alors c'est vrai que souvent on retient les séquences des grosses têtes, mais sa passion aussi pour l'écriture, une écriture comme il était finalement à l'antenne, à la radio ou à la télé, extrêmement incisive, pointue. Et ça n'est pas forcément donné à tout le monde justement de faire des billets, comme vous le mentionniez, avec autant finalement d'esprit, si j'ose dire. Oui, c'est pas évident, c'est un exercice exigeant, très, très, très particulier, parce que il faut pas se louper dans l'humour. L'humour peut être facilement assez gras, assez tombé à côté de la plaque. Et avec lui, bien, je dirais que dans son billet de François, notamment, qui était quotidien, lui, c'était tous les jours à la une du journal, eh bien, il fallait qu'il trouve une astuce, quelque chose pour faire sourire et pour justement montrer que l'actualité, eh bien, pouvait être envisagée aussi avec le sourire, de l'humour, du recul. Et ça en montrait d'ailleurs l'aspect nécessairement un petit peu dramatique de cette actualité, mais avec une plume qui était une plume décalée, qui était une plume différente, qui n'était pas une plume de la démonstration, mais qui était une plume, eh bien, de l'exposition, si je puis dire. On voit dans un certain nombre de citations qu'il a pu faire peut-être un regret du côté de l'écriture. Il disait, après avoir tellement écrit sans laisser une œuvre, quelle performance. Il était peut-être aussi déçu ou frustré qu'on retienne davantage ses aventures télévisuelles ou radiophoniques, et que ses écrits, que ce soit les articles ou les ouvrages, passent peut-être un peu plus inaperçus, ou en tout cas qu'on les oublie un peu plus rapidement. Certes, effectivement, vous avez raison. Je pense que
dans le grand public retiendra davantage l'homme de radio, l'homme des grosses têtes, évidemment, qui ont marqué l'histoire de la radio française. Homme de télévision aussi, il ne faut pas oublier qu'il avait une émission qui était très regardée le samedi soir pendant très longtemps, qui était une émission chez Maxime, ce qui était tout à fait étonnante, qui était un petit peu l'ancêtre des émissions qu'on verra plus tard avec d'autres présentateurs. Et c'est vrai, vous avez raison d'indiquer qu'il a aussi écrit des livres. Des livres qui finalement sont dans le même esprit que ses chroniques dans les journaux, dans le Figaro et dans François. Et c'est des livres qui, à chaque fois, se vendaient plutôt assez bien et qui envisageaient, où il se mettait en scène à chaque fois. Hein. C'était des livres qui racontaient. Il y en a un notamment qui raconte sa passion pour le jeu, comme vous le savez. Philippe Bouvard s'est fait interdire de casino parce que il avait une passion effrénée pour les jeux. Merci beaucoup Yves Tréhard d'avoir été avec nous et d'avoir rappelé effectivement les débuts de Philippe Bouvard au Figaro. C'est vrai que, mais Mona, c'est parfois aussi la difficulté pour ces animateurs, c'est-à-dire qu'on retient, et nous-mêmes on l'a dit d'ailleurs assez naturellement, le rire de Philippe Bouvard, ses blagues, son esprit. Mais en tant que journaliste, je le rappelais, au moins 30 000 articles écrits, des livres aussi qu'il a publiés. Et il y a un côté un peu injuste, c'est que le grand public retiendra forcément Philippe Bouvard égale Les Grosses Têtes, le petit théâtre de Bouvard, et sans doute moins en réalité ses livres. On peut comprendre aussi peut-être la frustration. Souvent, en fait, on nous met un peu dans une case quand même. On sacralise l'écrit, et on a raison. Mais c'est vrai que ces émissions à la radio et à la télé avaient un tel pouvoir de séduction et le succès était si phénoménal que ça ne pouvait pas faire le même poids. Et Bouvard a écrit jusqu'à très tardivement. Je suis allée vérifier parce que je me souvenais qu'on avait signé tous les deux dans le même journal régional, le Midi Libre. Et après 2021, quand il a quitté le Figaro Magazine, je l'ai revérifié à l'instant, il a continué à écrire, ça s'appelait L'œil de Bouvard. Et ces types-là, c'est un peu comme Molière, ils meurent en place. C'est très difficile de quitter ces métiers, ces professions qui sont avant tout des passions. C'est extrêmement difficile. Vous ne pouvez pas vous dire à un moment donné je décroche, sinon vous mourrez. Voilà. Et puis on peut faire le parallèle effectivement sur ce point-là, Olivier Vial. On voit par exemple des Michel Drucker, ce genre de monstres sacrés de la télé qui restent jusqu'au bout parce qu'en fait leur vie et leur métier c'est la même chose. Oui. Et c'est d'autant plus vrai qu'en réalité il n'a pas de métier. Il est passé par la presse écrite, il écrit des romans, il fait de la radio, etc. Effectivement, c'est son vrai métier, c'est son regard, c'est sa vision. Et après, il est capable de tout faire pour amener ça. Et donc ça, effectivement, c'est ce qui lui permet d'ailleurs sans doute de durer. C'est qu'effectivement, il ne sait pas, comme aujourd'hui, on a une tendance à s'hyper spécialiser. Là, lui, l'idée, c'était ce qu'on appelait à l'époque les honnêtes hommes, celui qui a une culture très générale et qui peut à peu près tout faire. Et il l'a montré en commençant, comme l'a rappelé Yves Tréhard, en commençant comme simple coursier, pour finir éditorialiste, ensuite directeur d'un quotidien, puis après en faisant toute sa carrière à la télé et à la radio. Donc c'est vrai que c'est plus une vie, vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est plus une vie qu'une carrière en tant que telle, puisqu'en réalité, le point commun, c'est simplement qu'il a ce regard sur l'actualité, sur la vie, et qu'il a envie de le partager. Et il va le partager de toutes les façons possibles.